Salut à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis, 10h30, c'est le libre journal des controverses. Je salue mon prédécesseur, Nicolas Stocker, du libre journal de Géopolitique Profonde. Il a eu la chance d'avoir Dimitri de Koshko en binôme. Bien entendu, ils ont parlé du 8 mai 45, du 9 mai aussi 45, parce que Dimitri de Koshko avait organisé hier une grande marche des immortels de République jusqu'au Père-Lachaise. D'ailleurs, j'en ai fait un reportage. Vous le trouverez sur la chaîne de Géopolitique Profonde. Bon, je fais un peu de pub quand même à Géopolitique Profonde quand même. Voilà, donc je salue mes prédécesseurs sur cette excellente émission. Je salue bien entendu Virginie Nini Vlam à la technique, le Steven Spielberg des réalisatrices. C'est son comeback aujourd'hui, je la salue. Et c'est aussi le comeback de Sylvie. Elle revient. Ah putain, pourquoi je dis ça ? J'oublie à chaque fois que je suis à Radio Courtoisie. Je veux dire, c'est le retour, pardon, c'est le retour. Je n'ai pas d'anglicisme. Je salue bien entendu le retour de Sylvie en binôme avec Jean-Loup. Ils ont mis le binôme gagnant, donc appelez-les, contactez-les, écrivez-leur, parce que je sais que vous aurez des choses à dire aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on va parler avec monsieur Philippe Tissot, on peut dire Reconquête ? Je suis de Reconquête. Voilà, de Reconquête. Il vient de Suisse et il milite pour l'union de la droite, la fameuse union de la droite. C'est dur, hein. Ça a été très dur, ça. On y arrive avec beaucoup de travail, de persévérance, de courage, on y arrive. Est-ce que la droite, aujourd'hui, unie, est idéologiquement majoritaire en France ? Parce que on se dit, on droitise, je sais pas. Je me pose des questions. Alors, écoutez, je ne connais pas les sondages. Ce que je sais, c'est que si on prend l'ensemble des partis de droite et des candidats qui se présentent aujourd'hui pour les élections, enfin qui se disent candidats pour les élections présidentielles, je pense qu'on peut arriver à une majorité. Alors, il faut voir jusqu'où va la droite. Pour vous, c'est quoi, tiens, la droite ? Où est-ce qu'on met LR ? Est-ce que LR sont des centristes ? Est-ce que ce sont des macronistes ? Est-ce que ce sont des gens de droite ? Je pense qu'il y a moitié-moitié. Les ciotistes ont pris le parti déjà d'être clairement de droite, bien qu'en s'alliant avec le RN, ils ont des politiques un peu moins libérales économiques. Donc voilà, donc il y a un petit doute sur LR, mais la droite aujourd'hui en France, elle va de... Alors, la droite aujourd'hui, je dirais, il y a plusieurs droites. Malheureusement, il y a quelques années, quand j'ai démarré en politique, il y a une trentaine d'années, on avait vraiment deux courants de droite et de gauche. Quand je parlais avec Charles Millon, qui était un peu mon mentor au début, en 1998, il disait, pour qu'une démocratie respire, il lui faut deux poumons, un de droite et un de gauche. Et les grandes démocraties qu'on a connues, plus jeunes en tout cas, étaient des démocraties comme l'Allemagne, il y avait des grandes unions à droite, des grandes unions à gauche. Effectivement, ce qui est tout à fait légitime dans une démocratie, les électeurs vont voter pour peut-être un peu plus de libéralisme à un moment donné, pour un peu plus de protectionnisme d'un autre côté, à un autre moment. Et tout ça est tout à fait légitime. Aujourd'hui, ces notions de droite et de gauche sont teintées de souverainisme, de mondialisme, de patriotisme. Et c'est-à-dire qu'en fait, on a différentes nuances qui vont venir s'ajouter sur les notions de droite et de gauche. Et donc, vous avez des souverainistes de gauche, vous avez des souverainistes de droite. Voilà. Donc aujourd'hui, cette grande union de la droite, il faut définir qu'est-ce que l'on met dedans. Est-ce que l'on met tous les patriotes, tous les souverainistes, les libéraux, les conservateurs, les chrétiens ? Voilà, c'est un petit peu large. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, l'ennemi français, pour moi, c'est le progressisme. Nous sommes d'accord ? Voilà. Bon, le côté mondialiste. Alors, il faut aussi définir ce qu'est le mondialisme. Mais bon, il y a une partie, en effet, qui est un ennemi. Tout ce qui est anti-France, voilà, tout ce qui est anti-France, voilà, si je puis dire, et l'ennemi aussi, voilà, donc déjà on a ça comme ennemi, et c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup, parce que ces ennemis-là sont excessivement puissants. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait c'est un autre moyen de définir qu'est-ce que la droite. La droite, c'est tout ce qui n'est pas la gauche, et tout ce qui n'est pas le centre mou. Donc effectivement, à partir de là, on peut rassembler, on peut créer un consensus. Alors, ce qu'il y a d'original, et je suis venu aussi en partie pour vous en parler aujourd'hui, c'est qu'en Suisse, on tente une initiative qui est assez intéressante et assez originale. Racontez-nous, tiens. Alors, donc, aujourd'hui, je suis candidat, nous avons les élections consulaires pour les Français de l'étranger, qui vont se dérouler donc au mois de mai, du 22 au 27 en ligne et du 31 mai à l'urne. Et donc, il faut savoir que dans le monde, il y a 1,7 million de Français de l'étranger. C'est extrêmement important. 10% de ces Français de l'étranger sont basés en Suisse, à moins de 500 km de Paris.
nous sommes plus proches de Paris que les électeurs de Marseille. Et donc, pour cette élection, il y a 9 listes qui se présentent, et nous présentons une liste qui s'appelle la droite unie. Nous avons 26 colistiers, alors nous avons une liste à Genève et une liste à Zurich, et nous présentons donc, nos colistiers représentent tous les partis de droite, y compris l'URN, et j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé voir l'ensemble des partis français de droite qui prônent l'union. Mais comment vous avez fait ? C'est assez logique. Parce que voilà, moi j'ai voulu aussi vous avoir ici parce que je veux savoir comment les gens arrivent à faire l'union en Suisse et on n'arrive pas à le faire à Paris, quoi. Alors c'est exactement ce qu'on essaie de démontrer, ce que nous démontrons même quotidiennement. En fait, nous sommes en train de réussir en Suisse ce que les Français n'arrivent pas à faire à Paris. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mon bâton de pèlerin. Alors, j'ai la chance d'avoir un petit parcours politique, même si je n'ai jamais été élu, et de connaître. Je suis passé par des partis comme Debout la France, comme Oser la France. J'étais avec Charles Millon. Bref, et donc de connaître personnellement un certain nombre de personnes, comme Marion et son directeur de cabinet, Marion Maréchal et son directeur de cabinet, Jean-Frédéric Poisson. Donc, je suis allé voir toutes ces personnes-là. Mais directement, très simplement, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je suis un ancien de Compostelle, donc je sais ce que c'est que de prendre son bâton de pèlerin. Et je suis allé voir directement. C'est un pèlerinage, comme ça. Exactement. Mais peut-être un pèlerinage pour la France. Peut-être. Je n'avais pas encore vu les choses comme ça, mais peut-être. Et donc, je suis allé voir chacune de ces personnes, ou leur délégué ou leur secrétaire général, et je leur ai dit, voilà, nous, on monte une liste, la droite unie. Vous parlez tout le temps de la droite unie. Soutenez-nous. On est en Suisse. L'enjeu pour les Français de l'étranger n'est pas un énorme enjeu, ce sont des élections consulaires. L'enjeu politique derrière est qu'effectivement les conseillers consulaires vont pouvoir voter pour des sénateurs des Français de l'étranger. Donc on a un impact direct sur la politique nationale. Et donc si nous voulons avoir des sénateurs de droite qui représentent les Français de l'étranger, nous avons tout intérêt à faire cette droite unie. Vous n'avez pas d'enjeu, c'est un bon exemple, c'est un bon exercice par rapport à ce qui pourrait se passer en France. Donc je suis allé les voir et j'ai eu des retours très positifs. Donc Nicolas Dupont-Aignan nous soutient, et donc on a vraiment un soutien et du parti et du président du parti. Donc on a les courriers officiels, le droit d'utiliser le logo, etc. Nous avons également Oser la France de Julien Aubert. Ce qui est amusant, c'est que Julien Aubert aujourd'hui donc nous soutient et son parti nous soutient et qu'il est lui-même vice-président de LR. Donc on a un soutien pas officiel de LR parce qu'il y a une liste LR, mais on a le soutien d'un des vice-présidents LR et de son parti Oser la France. Troisièmement, nous avons également le parti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric Poisson, qui était en Suisse il y a moins d'une semaine, qui nous apporte son soutien franc et fort. On a fait des réunions avec lui à Genève. Nous avons également le CNIP, le Centre national des indépendants et des paysans, qui est le plus vieux parti de France. Là aussi, on a un courrier officiel de leur part. Nous avons également le Renouveau Patriote, je pense que je les ai tous dit, donc, et Reconquête bien évidemment, et Renouveau Patriote, qui est un parti des Français de l'étranger, qui est un mouvement politique de droite. Et tout ce qui est Monsieur Philippot, par exemple. Alors, j'ai contacté, donc ceux qui ne sont pas dans ce que je vous ai cité, j'ai tous contacté. D'accord. Donc, j'ai contacté l'UPR, j'ai contacté les Patriotes, j'ai contacté Nouvelle Énergie. Nous avons des adhérents Nouvelle Énergie sur notre liste. C'est qui Nouvelle Énergie ? Nouvelle Énergie, David Lisnard. Ah, d'accord, ok. David Lisnard. Et le parti de Marion Maréchal, IDL. Ok. Donc, je les ai contactés et j'ai d'excellentes relations avec eux. Je veux dire, mais leur stratégie a été de ne. Ils m'expliquent que pour une question de cohérence politique ou de délai, ils ne peuvent pas nous soutenir. Ah. Voilà, maintenant un peu toujours les mêmes, hein. Voilà, alors j'ai beaucoup d'amitié. Alors franchement, j'ai beaucoup d'amitié pour eux. Donc je leur fais confiance quand ils me parlent de cohérence politique. Maintenant, la cohérence politique, c'est que la droite unie gagne les élections. C'est qu'on ne laisse pas la place à la gauche. Alors le problème de, par exemple, l'UPR, c'est que pour lui, il n'est pas de droite. On se demande où il est d'ailleurs. Lui-même se demande où il est peut-être. L'UPR, voilà. C'est mon avis. Hein. Non, mais l'UPR, c'est mon avis. Je suis d'accord. L'UPR a un positionnement un petit peu différent, mais des partis comme IDL et Nouvelle Énergie, dont les leaders, certains claquent la porte de LR en disant dans tous les médias, vous êtes incapable de faire l'union, moi je vais la faire. Et on arrive avec un cas pratique pour faire l'union. On n'a pas le temps. Est-ce que vous le comprenez ça, très sincèrement, dites-moi. Parce que en fait, moi je vais vous dire, moi je vois gros comme une maison 2027. On va nous faire monter les Bardella, etc. On va dire les Mélenchon et compagnie. Et vous savez ce qui va se passer ? On va se retrouver avec un nouveau Macron, genre Édouard Philippe ou Gabriel Attal, j'en sais rien, un profil dans ce sens, alors que le pays, dans son ensemble, est quand même penche plus vers nous que vers Édouard Philippe et compagnie, quoi. Alors, vous avez raison.
Mais quand on regarde historiquement l'histoire politique française, donc depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, la France a toujours été gouvernée au centre. Même quand Sarkozy est passé, il est allé chercher des ministres de gauche, du centre, pour faire l'union. Donc en fait, même quand on a des présidents de droite ou des gouvernements de droite, ils font toujours appel à la gauche pour gouverner au centre. Pourquoi, d'après vous, il a perdu, Sarkozy ? Moi, je me rappelle très bien, je bats ma coulpe, j'ai été le président du mouvement jeune de Sarkozy. Bon, donc voilà, j'étais tout jeune, hein, j'avais 25 ans. Et en fait, Sarkozy a été élu parce qu'il a eu un discours pendant l'élection à droite. Tout à fait. Et il a perdu parce qu'il a fait une politique de gauche. Nous sommes d'accord. Et voilà. Et donc les gens, ils se sentent à chaque fois floués. Je ne comprends pas. Moi, je veux dire une chose, je ne comprends pas que les hommes et femmes politiques, lorsqu'il y a une élection, surtout une élection interne, à fond les ballons à droite. Et lorsqu'ils vont dans les médias, lorsqu'ils sont au gouvernement, etc., ils vont à gauche. Et au final, après, ils se posent la question, pourquoi ils perdent ? Mais vous perdez parce que vous n'êtes pas cohérent, parce que les gens, dans leur ensemble, ne veulent pas la gauche. Parce que être de gauche, je le dis, c'est mon avis, c'est une forme de maladie mentale que personne ne veut. Enfin, je comprends pas. Enfin, c'est pas compliqué à comprendre, en fait. Hein. Je vais vous faire sourire, mais vous savez ce que Maurice Druon disait ? Dites-moi. Il disait, il y a 2 partis de gauche en France, dont l'un s'appelle la droite. Ouais. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que quand la droite arrive au pouvoir, elle gouverne à gauche. En tout cas, elle gouverne au centre. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'une initiative de faire la droite unie en disant on peut avoir une politique de droite, on peut se rassembler, on peut gouverner et proposer des idées de droite que l'on va appliquer, au moins localement, c'est une initiative intéressante que tous les partis de droite devraient soutenir, en tout cas au moins observer, pour voir ce que l'on peut faire ensemble. Moi, je me rappelle à l'époque de Sarkozy, quand monsieur Luc Châtel était ministre de l'Éducation nationale, j'avais fait une réunion publique avec l'ancien député Hervé Mariton, et c'était lui qui avait révélé que tout ce qui est gun, enfin tous les trucs là de non-genré, je sais pas quoi, enfin, vous voyez toutes ces conneries. Le progressisme et wokisme. Est venu dans les manuels scolaires à l'époque de Luc Châtel. En fait, le gros problème de la droite, c'est qu'elle a toujours trahi. Comment se fait-il qu'elle a toujours trahi et comment faire pour qu'elle ne trahisse plus ? Alors, je crois qu'il faut qu'on définisse ce que c'est que la droite. Vous avez commencé d'ailleurs sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'un homme politique de droite ? Aujourd'hui, beaucoup de nos dirigeants politiques font des promesses pour se faire élire. Mais ils ne gouvernent jamais à droite. Donc, quand vous parlez de ces hommes politiques de droite, hommes ou femmes politiques de droite qui sont élus, ils ne sont pas de droite. Une fois qu'ils sont élus, ce qu'ils veulent, c'est garder le pouvoir. C'est-à-dire qu'en réalité, ils n'ont jamais été de droite. Valérie Pécresse n'a jamais été de droite, par exemple. Et il ne me semble pas. Valérie Pécresse est plus centriste. Alors, elle va dire qu'elle est de droite. Toutes ces personnes vont dire qu'ils sont de droite. Mais la réalité, c'est que les politiques sont des politiques de gauche. Et donc, retrouver un peu de liberté, d'espace de liberté en France pour entreprendre, pour être propriétaire, pour travailler. Avec le nombre de gouvernements de droite que nous avons eu depuis 40 ans, on aurait pu casser les 35 heures, on aurait pu remettre le travail en place, on aurait pu libérer le travail des entreprises. Ils le promettent tous. Et aujourd'hui, en ce moment, on le voit très très bien, c'est le festival des promesses. Je regardais sur LinkedIn les promesses, je suis les Républicains, Édouard Philippe, etc. sur LinkedIn. Toutes les promesses qui sont faites sont des promesses de libérer la France, de remettre en place le travail, de libérer les entreprises, etc. Mais ce ne sont que des promesses. Rien dans leur parcours ne prouve qu'ils sont capables de faire ce qu'ils disent aujourd'hui. Moi, vous savez, je suis un chef d'entreprise. Pendant 20 ans, j'ai une entreprise internationale que j'ai développée dans une 50aine de pays. Moi, quand je dis quelque chose à un client, un collaborateur, je le fais après. Ou avec mes équipes, on le fait. Donc, c'est une vision aussi, je pense qu'il faut changer un petit peu de logiciel ou de paradigme, mais aujourd'hui, il y a des mouvements qui fonctionnent très très bien en ce moment. Il y a 300 pour la France, qui est développé par Mathieu Boesch, qui est un parcours intéressant, mais de réintégrer les chefs d'entreprise dans le système politique. Alors, je ne dis pas que tous les chefs d'entreprise, prendre un chef d'entreprise, c'est l'alpha et l'oméga. Parce que la France est un millefeuille, est un pays extrêmement sophistiqué administrativement, de plus de 1500 ans. On a un empilement d'un certain nombre de lois. Et moi, j'étais par exemple tout à fait pour qu'on conserve l'ENA. On a besoin de hauts fonctionnaires qui comprennent très très bien le mode de fonctionnement de la France et qui sont capables de le faire. Le problème étant, c'est qu'ils ont pris le pouvoir. Exactement, ils ont pris le pouvoir. Donc, à la base, ils ne devaient pas devenir des politiques. Aujourd'hui, moi, le gouvernement idéal de droite, ce sont des dirigeants politiques de droite qui sont issus du monde privé, du monde civil et commercial, des entreprises, avec des personnes qui connaissent effectivement l'administration française et qui vont être capables de
démonter les rouages, de libérer le système et de casser le système. C'est-à-dire quoi? En place. C'est-à-dire que ce qui manque à la France, c'est quoi? C'est une vision libérale, conservatrice, dans le sens libéral, micro. Je dis bien, moi je préfère préciser, microéconomique, parce que le libéralisme macroéconomique, je n'y crois pas trop, je vous dis très sincèrement, parce que la macroéconomie, c'est-à-dire le libéralisme pour les États, les grandes boîtes, machin, ça je n'y crois pas trop, mais plutôt pour la microéconomie, c'est-à-dire le boulanger, le charcutier, vos entreprises TPE, PME, machin, ok, et un conservatisme sociétal. C'est ça en fait l'idéologie gagnante. Il y a l'idéologie, mais il y a le travail et le résultat qu'on en obtient. Pour unir la droite, je veux dire, nos politiciens aujourd'hui, enfin, les idées sont présentes. Aujourd'hui, on a le choix entre toutes les idées, toutes les idéologies qui peuvent se présenter, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Chacun peut faire son marché. Ce qui compte derrière, c'est effectivement de réunir. Henry Ford disait quelque chose de très intéressant. Il disait: se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, mais travailler ensemble est une réussite. Ce qui manque à la droite aujourd'hui, qui représente tous les courants d'idées que vous avez cités, c'est d'avoir le courage de dire on se met ensemble et on travaille au service des Français. Aujourd'hui, la difficulté de chacun, le défi de chacune de ces personnes, c'est de dire: est-ce que je suis capable d'aller au-delà de mon propre parti, de m'allier avec d'autres pour redresser la France? Mais vous savez, en 1940, les communistes ont rejoint les gaullistes pour sauver la France. Donc on avait des idéologies différentes, mais on avait un objectif commun qui était de sauver la France. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, nous devons sauver la France. Alors, il y a deux choses qui manquent par rapport à 40. C'est ce danger immédiat, si je puis dire, de guerre. Oui, mais moi, vous êtes en Suisse, vous venez un peu sur Paris, tout ça. Oui. Et en province, j'ai une résidence secondaire quand vous voyez, à la campagne. Quand vous voyez les gens, ils se sentent pas en danger, malheureusement. Bon, nous, on dit qu'il y a un danger, mais bon, ils le sentent pas dans leur chair. En 40, il y avait les Allemands à Paris. Ils voyaient le danger. Première des choses. Et deuxième des choses, il manque une figure tutélaire. Il manque le commandeur. Et ça pour un commandeur qui rassemble. En 40, il y avait, même si en 40 pour l'instant, il était personne, mais c'était après que c'est devenu. Mais il y a eu quand même le général de Gaulle. Et donc cette figure existait. Elle n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle est la figure, on va dire, charismatique qui pourrait réunir tout cet ensemble? C'est pas Bardella. Ce n'est pas Bardella. Je ne vois pas aujourd'hui, dans le paysage politique français, quelle personnalité pourrait sauver la France. Je ne suis pas sûr qu'en 40, quand De Gaulle est parti à l'étranger, pour sauver la France, depuis l'étranger, on se soit dit: tiens, De Gaulle va sauver la France. Qu'est-ce qu'il a fallu derrière? Il a fallu ce que j'ai dit tout à l'heure, du travail. Des gens qui s'unissent, qui voient au-delà de leur propre intérêt, de leur intérêt personnel. Aujourd'hui, la soupe est très très bonne. Donc, il nous faut... Alors, il y a un danger, vous évoquez le fait qu'un certain nombre de Français ne se sentent pas en danger. Je vous dirais à contrario que beaucoup de Français se sentent, eux, en danger. Ils ne sont pas forcément répartis partout, mais il y a des quartiers où ils sont en danger. En tout cas, le sentiment de danger qu'ils ont est vraiment présent. Et on voit bien que depuis 20 ans, 30 ans, enfin, et encore plus depuis 2017, on voit bien que beaucoup de barrières tombent les unes après les autres. Donc, on n'est peut-être pas en danger physiquement en permanence, mais on est en danger de disparition de notre culture, de notre civilisation. Quand on voit encore ce qui se passe pour le canon français, des Français qui se réunissent pour manger et boire ensemble. On entend des critiques sur le fait que des Français se rassemblent pour boire et manger ensemble. Mais le danger, il est là. C'est-à-dire que directement, notre impact, notre mode de vie est mis en danger. Donc nous devons réagir maintenant. Nous sommes en danger aujourd'hui. Pas de mort, pas de mort physique, mais de mort morale, de mort culturelle, de mort civilisationnelle. Donc effectivement, le danger est là. Les Français en sont conscients. Mais la grande difficulté en politique comme ailleurs, on peut avoir les grandes idées en entreprise, on peut avoir des grandes idées en politique. La question, c'est le comment. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire tomber la gauche? La seule solution, c'est l'union. L'union sans les égos et l'union pour le travail. C'est-à-dire pour le travail, pour travailler ensemble. C'est la seule solution. Nous, c'est ce qu'on propose. Moi, ce que j'ai proposé à mes colistiers, alors c'est une toute petite échelle, 170 000 électeurs. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Mais c'est la première conception des Français à l'étranger. Surtout, je vais vous dire une chose. Si votre élection se couronne de succès,
ça peut faire boule de neige. Ça peut, voilà, parce que il faut parfois juste un domino qui tombe pour que tout le reste tombe avec. Voilà, moi, mon objectif est de montrer aux partis politiques français de droite que l'union, ça peut fonctionner. Moi, vous savez, j'ai 64 ans, ma carrière, elle est faite. Je dirais, si demain, j'arrête la politique, j'arrête la politique. C'est pas très grave. Ma carrière n'est pas en danger. Voilà. Donc aujourd'hui, je n'ai rien à perdre à me bagarrer pour l'union de la droite. C'est ce que je le fais, ça fait 4 mois que je suis quasiment à temps plein là-dessus, parce que pour moi, c'est important pour la France. Et ce que je demande aux partis politiques de droite, c'est de dire, mais unissez-vous, rejoignez-nous, et montrons ensemble qu'il est possible de s'unir, qu'enfin il est possible de s'unir pour gagner une élection. Mais c'est les partis qui bloquent, ou est-ce que les militants aussi bloquent avec Non, alors les partis? les militants, quand on a constitué la liste, j'ai commencé en septembre 2025 à constituer la liste. J'ai récupéré, entre guillemets, quand j'ai récupéré, j'ai collecté en tout cas les accords d'un certain nombre de colistiers, et sans aucune. Alors, il y en avait il y en a qui sont sans étiquette, il y en avait même qui ne votaient plus, qui n'étaient plus inscrits au consulat pour voter. Mais ils m'ont dit, Philippe, tu m'as redonné le goût de voter, parce qu'effectivement, de ton concept de droite unie, c'est ce qu'il faut pour sauver la France. Et si j'ai réussi à rassembler des adhérents, je dis bien des adhérents, aussi bien du RN que de Reconquête, que de Debout la France, que de différents partis Nouvelle Énergie, etc., du PCD également, c'est bien parce que ce concept a du sens pour eux. Qu'est-ce qui fait que les partis politiques n'écoutent pas leurs militants? C'est ça que j'arrive pas à comprendre, que les partis n'écoutent pas ce que disent les gens qui les financent, quoi. Alors ce ne sont pas les partis qui n'écoutent pas, ce sont les dirigeants. Oui, les dirigeants des partis, oui. Voilà, oui, voilà, mais c'est important parce qu'il faut nommer les choses. Il faut nommer les choses. Les dirigeants des partis, savez-vous ce que veut un homme de pouvoir ou une femme de pouvoir? Dites-nous. Ils veulent plus de pouvoir. Aujourd'hui, et vous connaissez très très bien, enfin c'est une vieille histoire, mais en fait, aujourd'hui, pour gagner l'élection, l'important n'est pas de savoir diriger la France. L'important est de savoir gagner une élection. Donc aujourd'hui, on a des personnes qui sont... on a des dirigeants de partis, certains en tout cas, ce qu'ils veulent, c'est prendre le pouvoir avec leur clan. C'est exactement ce qu'on a vu avec le macronisme, prendre le pouvoir avec leur clan et régner ce clan. Et ce qu'est en train de préparer Emmanuel Macron actuellement en plaçant un peu partout des hommes et des femmes à lui, c'est pour conserver ce pouvoir, pour conserver le pouvoir et ses prébendes. Donc aujourd'hui, le principal obstacle à l'union de la droite, ce sont les dirigeants de certains partis, dont l'ambition, dont l'ego est supérieur à l'intérêt supérieur de la France. Le vrai danger, il est là. Donc en fait, il faut identifier parmi nos dirigeants, les dirigeants des partis politiques, ceux qui ont vraiment les compétences de réformer la droite, de relancer la droite, ceux qui en auront le courage, et regardez, moi j'invite les électeurs, tous et tout partis confondus, au moment des présidentielles, à regarder les promesses qui sont faites, et à regarder dans le parcours des candidats, qu'est-ce qui prouve qu'ils ont été capables, de faire ce qu'ils annoncent qu'ils vont faire. Comme un recrutement. Vous savez, quand on recrute une personne, on dit, mais qu'est-ce que tu as fait avant? Eh bien, je demande à Édouard Philippe, t'as fait quoi avant? Est-ce que t'as bien géré la ville du Havre? Eh bien, elle n'est pas bien gérée, la ville du Havre. Est-ce qu'il y a des petites histoires sur le port du Havre? Oui, des petites histoires sur le port du Havre. Qu'est-ce qui me garantit que quand tu seras au pouvoir, tu seras président, tu vas pas continuer à mal gérer la France et à continuer tes petites histoires? Rien ne me le garantit. Édouard Philippe est quelqu'un qui a commencé à gauche, qui a rejoint Alain Juppé en 2000, qu'il a trahi pour rejoindre Fillon, qu'il a trahi pour rejoindre Macron. Et aujourd'hui, il veut qu'on le croie. Il pense qu'il va être crédible auprès des Français. Il n'a aucune crédibilité quand on regarde son parcours. Et j'irai un peu plus loin sur le courage de nos dirigeants. Depuis quelques mois maintenant, beaucoup de nos généraux et d'experts nous annoncent qu'en 2028-2030, on pourrait avoir une guerre. Alors moi, j'invite les Français à regarder dans leurs dirigeants qui se présentent lesquels ou lequel pour être le chef de guerre qu'on risque d'avoir en 2030. Aujourd'hui, quand je regarde le paysage politique français, qui serait capable d'incarner la France en cas de guerre? Qui serait capable d'aller discuter avec Trump, avec Xi en Chine, avec Poutine? Qui? On a vu que Macron était totalement incapable. Macron a ridiculisé la France. Et quels sont parmi les autres... Mais je ne donne aucun avis, j'invite chaque électeur à regarder concrètement les hommes et femmes politiques qui vont se présenter en 2027, et à regarder leur capacité à diriger la France et à la diriger en cas de guerre. Sylvie, allez, lisez-moi ça. Allez, à l'antenne. Allez, venez à l'antenne, lisez-le. J'arrive pas à le lire.
Je suis désolé. Allez, dans le micro. Allez. Alors, d'une auditrice qui nous donne ce message. Avec le virus qui arrive comme une plaie d'Égypte, le Charles de Gaulle lancé sans notre avis et les hordes vues aux Champs-Élysées, celui qui sera élu ne sera pas un homme politique ordinaire. Au PS, les rats quittent le navire et pour mettre de l'ordre dans la chienlit, il faudra un homme exceptionnel. C'est vrai. Une dame nous a appelé pour ça. Alors, elle a raison. Elle a tout à fait raison. Alors maintenant, c'est aux Français de définir, aux Françaises et aux Français de définir qu'est-ce qu'un homme exceptionnel, un homme ou une femme d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait un dirigeant exceptionnel? D'abord, un dirigeant exceptionnel, c'est quelqu'un qui a déjà dirigé. Et je prends l'exemple d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a beaucoup de qualités, que je ne connais pas personnellement, mais qui a beaucoup de qualités, mais qui, par exemple, moi, vous savez, j'ai fait un début d'armée, j'ai fait une préparation militaire supérieure, une préparation militaire parachutiste, j'étais engagé dans des EOR pour être école d'officier de réserve pour être parachutiste. Malheureusement, j'étais exempté. J'étais rattrapé par la suite, puisque maintenant je suis officier de réserve pour la gendarmerie nationale. Mais ce que je sais, c'est que dans l'armée, on a un binôme. Et donc on a la charge d'une autre personne. Quand on est père de famille, ce que je suis, père de 4 enfants, on a la charge, on a la responsabilité d'une famille. Quand on est chef d'entreprise, on a la responsabilité de ses collaborateurs. Monsieur Emmanuel Macron, de qui a-t-il été responsable dans sa vie? De personne. Mais lui et tous les autres. De lui, il était responsable de lui. Malheureusement même, vous avez parlé de David Lisnard, bon, j'ai rien contre ces gens, mais ils n'ont fait que de la politique dans leur vie. Oui, des collaborateurs parlementaires, des choses comme ça. David Lisnard a été en entreprise, il me semble. Il me semble. Non, il a été. Tous étaient. Édouard Philippe, bon, alors j'en parle même pas. Ouais. Tous ces profils, ils n'ont fait que de la politique. Monsieur Bardella. Je ne veux pas critiquer. Je ne veux pas critiquer tous ces gens. Mais il faut les critiquer. Faut les critiquer, mais à juste titre. Oui, voilà. Mais je vais. Non, plutôt, je vais dire. Je ne vais pas faire de la critique facile. Voilà. On est d'accord. Mais ils n'ont fait que de la politique. Certains même n'ont pas de diplôme. Bon, ça après, c'est pas le plus important. Vous savez, je connais des gens qui ont très bien réussi sans aucun diplôme. C'est vrai. C'est vrai. Mais je veux dire, ils n'ont fait que, ils n'ont eu que du travail au sein des partis, au sein des appareils, etc., ou de ministères, ou l'Assemblée nationale, ou le Sénat, ce que vous voulez. Mais ils n'ont jamais rien fait d'autre. Donc, ils ne peuvent pas connaître, en réalité, la vie de tous les jours des Français. Ils ne connaissent pas le monde de l'entreprise, ils n'y ont jamais mis les pieds. Donc, on a essentiellement des profils technocratiques. Mais tout à fait. Mais c'est pour ça que moi, j'invite vos auditeurs à regarder très clairement et à avoir le courage de le faire. Parce que là aussi, ça demande du courage de la part des électeurs de prendre le temps de regarder la crédibilité des hommes politiques qui leur parlent, des hommes et des femmes politiques qui leur racontent des histoires, de regarder si ces histoires-là sont crédibles. Donc, je veux dire, on critique les hommes et les femmes politiques qu'on a élus, mais regardons aussi qui les a élus. Et est-ce que nous prenons le temps, je veux dire, quelqu'un vient frapper à notre porte et nous dit « je vais vous installer des nouvelles fenêtres, etc. » Il y a pourtant de milliers d'euros. Et on va regarder si c'est une personne sérieuse, si la société est sérieuse, et si on ne se fait pas arnaquer par ces personnes-là. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un profil en France d'un grand chef d'entreprise qui aura réussi, type Berlusconi en Italie ou Trump en Amérique? Alors, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça. Ce que je sais, c'est que d'abord les systèmes américains et les systèmes italiens sont légèrement différents. Le monde de l'entreprise aujourd'hui n'est pas forcément bien vu. J'ai l'exemple de Paul Dubrul. J'ai habité 20 ans à Fontainebleau, juste à côté de Fontainebleau, et Paul Dubrul, fondateur du groupe Accor, donc un grand entrepreneur français, avait été élu d'abord maire de Fontainebleau. J'étais un de ses proches soutiens et j'ai la chance et l'honneur de bénéficier de son amitié. Et il s'est présenté, donc après il était sénateur LR. Et lui n'avait rien à perdre. Donc lui était sénateur, il voulait défendre les projets. Il était exclu de LR parce qu'en fait il contestait la manière dont on votait les lois. Il contestait le système. Parce que lui voulait le faire de manière pragmatique. Donc pour qu'un grand entrepreneur vienne s'engager, et quand je parle d'entrepreneur, on parle d'un véritable entrepreneur, pas d'un... j'ai rien du tout contre les énarques, mais pas d'un énarque entre guillemets. Enfin, c'est un peu caricatural. C'est un peu caricatural. Pas un salarié, pas un salarié d'un grand groupe, pas un mandataire social d'un grand groupe qui retrouve une carrière du jour au lendemain. Justement, un grand entrepreneur, il mettra les 5-10 millions de sa poche, il irait au présidentiel. Est-ce que ça c'est possible en France?
C'est possible, mais y a-t-il un entrepreneur qui a 5 millions et qui se... D'abord... Un grand entrepreneur, je parle un type qui pèse 1 ou 2 milliards, je ne sais rien. D'abord, il faut savoir que j'ai eu des discussions récentes avec des personnes dont je ne peux pas donner le nom, mais... Par exemple, le patron dont vous parlez d'accord, j'imagine qu'il a quand même 5 et 10 millions, il les a. Oui, mais vous savez, pour gagner une élection, alors je suis jeune en politique, enfin je suis jeune, ça fait une trentaine d'années, mais ce que je connais de la politique, c'est que une personne seule, même avec de l'argent, ne peut pas faire grand-chose. Ce qu'il faut derrière, c'est un parti, il faut des militants. Un parti politique, oui, mais ça permet de mobiliser les gens sur le terrain. Et c'est comme avec l'armée. Vous savez, on dit toujours que c'est les troupes au sol qui gagnent une bagarre, qui gagnent une guerre. Dans la politique, c'est exactement pareil. C'est en tractant sur les marchés. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Mais moi, donc, c'est un écosystème. Je pense que si demain on a un profil Trump, grand entrepreneur, etc., les gens iront à lui parce que moi, je le vois. Moi, je suis journaliste. Alors, je fais des plateaux comme aujourd'hui, mais je fais aussi des reportages terrain. Ouais. Donc, je vais voir les gens avec le micro, etc., la caméra. Et les gens ne supportent plus dans leur ensemble les partis politiques. Ils les fuient. Moi, j'ai été... moi, je suis un ancien attaché parlementaire. Ouais. J'ai monté le parti jeune de Nicolas Sarkozy. On avait 40 000 adhérents. Ouais. Jeunes. Ouais. Je parle ça d'autres... Ah ben tiens, si on peut nous amener de l'eau, s'il vous plaît. Parce que voilà, on le dit à l'antenne, on est transparent ici. Donc, vous savez que 40 000 adhérents entre 2006 et 2010, voilà, c'est parce que jusqu'à le moment où j'étais plus jeune, eh bien, c'est beaucoup plus que n'importe quel parti aujourd'hui. Non, alors, ça peut me permettre, Reconquête, je crois, encore plus que ça, aujourd'hui. Bon, allez, on va dire Reconquête. Hormis Reconquête. Oui. Mais il y a plus d'adhérents que OPS, ALR, ce que vous voulez. Bien sûr. Et ça signifie quoi ? Et à l'époque, l'UMP était à 400 et quelques mille adhérents. Pourquoi aujourd'hui LR et compagnie n'ont pas tous ce nombre d'adhérents ? Parce que les gens ne veulent plus aller dans les partis. Ils ne veulent plus militer dans un parti. Et donc, moi, je suis persuadé que s'il y a quelqu'un, un profil à la Trump, eh bien, vous aurez des gens qui vont revenir vers ce type de profil. Et il aura les types qui vont militer pour lui, qui vont lui faire les marchés et compagnie, les porte-à-porte. Vous verrez, c'est une certitude. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Oui, mais le problème, c'est qu'en France, malheureusement, des chefs d'entreprise comme vous qui avez décidé d'y aller et de prendre des coups, malheureusement, il n'y a pas. Et deuxième chose, le grand problème aussi des chefs d'entreprise en France, en tout cas des très gros, Bernard Arnault, Pinault et compagnie, c'est qu'à un moment donné, ils ont fait fortune grâce à leur amitié avec l'État. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Vous savez, je pense que les relations entre l'entreprise et le politique, j'ai une amie qui est l'héritière d'une fortune industrielle française qui me disait, qui était originaire de Lyon, et qui me disait, tu sais Philippe, moi les politiciens, je les connais bien. Je les voyais tous dans le bureau de mon père venir demander de l'argent. C'est vrai. Donc, en fait, nos politiciens, je parle des politiciens professionnels, sont souvent des couards. Ce sont des personnes qui n'ont pas de compétences particulières pour développer une entreprise, qui n'ont pas forcément beaucoup de courage. Moi, vous savez, sur le terrain, j'ai été surpris. À chaque candidature, j'ai déjà fait 3 législatives. Les gens me disent, mais Philippe, t'es courageux. Personnellement, je ne vois pas où est le courage à se présenter. Parce que je me bagarre pas pour un parti politique, je me bagarre pour la France. Ce qui m'intéresse, c'est le destin de la France. C'est ce qu'il y a de plus grand que nous. Et ce courage, effectivement, il a un coût. On a des aventures, et le monde politique est un monde dans lequel il n'y a aucune règle. Quand vous commencez à rentrer dans le monde politique, à rentrer dans le monde des élections, que vous commencez à gêner un certain nombre de personnes, parce que vous dites, en plus c'est uniquement des paroles, c'est uniquement de l'idéologie, c'est uniquement des idées que l'on promeut. Mais si ça dérange d'autres personnes, vous êtes directement attaqué. Donc pourquoi, si vous êtes un chef d'entreprise, tout va bien pour vous? Pourquoi aller dans le monde politique, qui est un monde, et je parle de monde politique au sommet, qui est un monde assez pourri dans lequel il n'y a aucune règle. D'ailleurs, s'il y avait des règles, on n'aurait pas tous les procès qui sont en cours, on n'aurait pas toute la corruption, on n'aurait pas tout le lobbying qui se passe, on n'aurait pas toutes ces histoires-là. Donc c'est un monde qui n'est pas propre du tout. Donc pourquoi, quand vous êtes un grand entrepreneur, alors à moins d'avoir vraiment une image de la France encore plus grande que votre propre destin, c'est ce qu'on attend d'un nouveau leader, mais pourquoi aller se salir au contact de ces grands dirigeants qui sont en fait des petits dirigeants?
qui sont des tout petits. Emmanuel Macron est une petite personne. Qu'est-ce qu'il a fait de grand, Emmanuel Macron? Et ceux qui, aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, c'est les gens qui, au bout de 8 ans maintenant, se revendiquent encore du macronisme. Ils accompagnent la petitesse de M. Macron. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui doit freiner aussi ces grands entrepreneurs. Je prends l'exemple de M. Sterrin, Oui. Qui est un très grand entrepreneur. Il a créé, c'est les box là, que vous pouvez acheter à la Fnac, etc. Smartbox. Voilà. Là, il s'est un peu mis en retrait. Pourquoi? Parce que lorsque son nom a commencé à fuiter en disant oui, mais il est d'extrême droite, machin, vous voyez, par les médias nationaux, on sait ce qu'ils sont, eh bien, il commençait à perdre des contrats. Et son entreprise commençait à vaciller. Voilà. Donc du coup, j'imagine que, en fait, pour qu'un grand chef d'entreprise se présente, il faut que ça soit un niveau Pinot à 50 milliards. C'est-à-dire que là, pour le coup, il ne vacillera pas. Mais ils n'ont pas intérêt à le faire non plus. Même pas forcément. Vous savez, le général de Gaulle était une étoile ou 2 étoiles quand il est parti. C'était pas un grand général. C'est vrai. Donc c'était pas un général connu en France. Donc moi je ne suis pas sûr. L'image du sauveur qui viendrait... alors on l'espère tous, mais il n'est pas autodésigné. Vous savez, on a parfois, alors je vais prendre un exemple qui n'est peut-être pas le bon exemple, mais en Afrique, vous avez parfois des colonels qui sortent des rangs, qui se retrouvent présidents d'un pays, simplement parce qu'à un moment ils ont eu le courage d'aller en avant, le courage de rassembler des gens autour d'eux et le courage d'aller prendre le pouvoir. Alors l'Afrique n'est pas le bon exemple, hein, mais c'est simplement pour illustrer le fait que des personnes qui ne sont pas forcément des personnes extrêmement connues à l'avance. Est-ce que vous sentez qu'en France, par rapport à la Suisse, on est quand même dans un pays très très cloisonné, de réseaux, de classe sociale, de tout ce que... Enfin voilà. La France est un pays d'étiquette, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que pour diriger la France, nos politiciens se sont rendus compte que pour diriger la France, en mettant une étiquette sur chaque catégorie sociale, on arrive à les opposer. Raison pour laquelle les gens des villes sont opposés aux gens des champs, les Parisiens sont opposés aux provinciaux, les homosexuels aux hétérosexuels, les hommes aux femmes, les vieux aux jeunes, les fonctionnaires aux gens du privé, etc. Et donc tout ça, ça permet d'opposer les Français les uns aux autres, alors que nous sommes tous Français. Moi, je me fiche, j'ai une entreprise... J'ai recruté des gens, mais je me posais même pas la question, des hommes, des femmes, des gens de toutes les couleurs, de plusieurs nationalités, de plusieurs religions. Je me suis jamais posé la question de savoir, de me dire, ah tiens, je recrute un noir, ou je recrute un blanc, ou je recrute un homosexuel, ou je recrute un hétérosexuel. Jamais. Je recrute sur l'efficacité. La France, aujourd'hui, on cherche à nous opposer les uns aux autres. Et c'est là aussi où vos auditeurs et nos concitoyens doivent bien comprendre que nous devons nous refuser ces étiquettes-là. Nous sommes tous des Français et nous devons tous travailler à l'avenir, au destin de la France. Je rappelle, Philippe Tissot, tête de liste de la droite unie. Voilà, il réussit l'union des droites, enfin. Bonjour à tous. Comment faire une union des droites? Tout d'abord, quels sont les véritables partis de droite et non ceux qui revendiquent cette étiquette pour soi-disant être contre le macronisme, par exemple? Bon, on en a parlé au début. Ouais. Le RN, par exemple, s'oppose en parole, mais n'agit pas par des votes lorsque cela est possible. Exemple, Monsieur Bardella vote oui au Parlement européen pour censurer via la réglementation numérique. Comment peut-on vouloir réunir des partis qui veulent rester dans l'Union européenne et ceux qui veulent sauver, si cela est encore possible, la France en sortant de l'Union européenne? Cela me navre, soyons réalistes. L'union des droites est impossible fondamentalement. Alors, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Il se trouve que pendant 20 ans, j'ai travaillé dans le domaine des salons, 27 ans exactement, des salons professionnels et des grandes conférences internationales. Ce qui se passe dans un salon professionnel, je pense que beaucoup de vos auditeurs ont déjà participé à des salons professionnels, tous les concurrents d'une industrie sont là. Tous. Ils ont tous des produits différents, ils sont tous en compétition directe. Ils arrivent à se rassembler, à se réunir au sein d'un salon, donc ils financent chacun leur quote-part, pour aller chercher des marchés ensemble et recevoir pas leurs électeurs, mais leurs clients ensemble. Donc, la question que je pose, c'est pourquoi est-ce que dans la vie privée, commerciale, d'affaires, des gens sont capables de se rassembler, même s'ils n'ont pas les mêmes idées, même s'ils n'ont pas les mêmes produits, même s'ils n'ont pas le même, mais qui sont sur le même marché, ils arrivent à se rassembler pour avoir une offre commune, parce qu'à un moment donné, il y a un dénominateur commun qui est de se dire, ok, on accepte d'abandonner un petit peu de nos idées ou de notre différence pour aller chercher ensemble des clients, ensemble, tous nos clients, et on va faire une offre globale par rapport à un besoin. En politique, je dirais que c'est un petit peu la même chose. On doit trouver, entre tous ces différents partis,
je dirais, un contrat de gouvernement ou un accord de collaboration de faire la droite unie. Ce que j'ai proposé aux différents partis qui nous soutiennent, c'est simplement de dire, premièrement, on va faire la preuve que la droite peut se rassembler. Là, pour l'instant, comme je disais au préalable, cette citation de Henry Ford, j'ai réussi à les rassembler, donc maintenant, il faut arriver à rester ensemble. Mais après, l'objectif, si demain, il y aura les sénatoriales, si jamais j'ai la chance d'être élu, peut-être que j'irai au sénatorial, j'en sais strictement rien aujourd'hui, il y a des sénatoriales des Français de l'étranger, mais à ce moment-là, je vais demander aux partis qui me soutiennent de travailler ensemble. Je vais dire, OK, maintenant, on a ce concept de droite unie. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Comment est-ce qu'on fait pour que vous six qui me soutenez, si demain je suis sénateur, moi, je peux vous représenter? On n'est pas encore là. Ce que je veux donc dire, c'est que on doit trouver le dénominateur commun entre ces différents partis, être capable de les faire asseoir autour d'une table, ce que j'ai fait jusqu'à présent, et leur dire qu'est-ce qu'on fait ensemble? Sur quoi est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Et la grande droite, les grandes alliances qu'il y avait en Allemagne de droite et de gauche il y a encore quelques années, avant qu'il y ait une morcellisation des différents partis politiques, aujourd'hui, c'est exactement ça. Il y avait une grande droite et une grande gauche, du centre-gauche à l'extrême droite et du centre-droite à l'extrême droite et du centre-gauche à l'extrême gauche, qui arrivaient à se rassembler pour gouverner. En France, nous devons faire la même chose. Mais, vous l'avez dit à plusieurs reprises, nos hommes politiques ont un ego important. Le mode de financement aussi des partis politiques ne favorise pas ça, puisque chacun a besoin d'exister et a besoin d'obtenir du financement public. Mais là aussi, ça se résout. On se met ensemble autour d'une table, on dit, OK, quelles sont les forces en présence? Comment est-ce qu'on se met d'accord? Tu veux combien de députés? Bon, les gars, on doit se mettre d'accord. L'important, c'est de sauver la France. C'est pas de savoir le nombre de députés que vous allez avoir. Donc, on trouve des accords, on discute pour arriver à un accord commun de gouvernement. Mais justement, qu'est-ce qu'ils disent tous ces partis politiques? Ils vous disent, ah mais moi je veux avoir 20% de place, je veux 15%, comment ça se passe? Alors, je reviens toujours là-dessus, c'est pas les partis politiques, je veux dire, ce sont les gens. Bien sûr, bien sûr, moi je parle à des gens. Mais au final, moi ce qui m'intéresse sont les gens. Oui, mais au final, vous avez un parti qui vous dit oui, qui vous dit non. Oui. Malgré les gens. Exactement. Mais parce que il y a des intérêts, alors je ne vais pas donner les noms parce que comme je dis, j'ai des bonnes relations avec eux et je comprends chacun sa stratégie. Mais quand un parti de droite me dit, par cohérence politique, un parti de droite dont le ou la leader prône en permanence la coalition des droites, l'union de la droite, bref, et quand je lui dis, écoute, soutiens notre liste, et que la réponse c'est, par cohérence politique, je ne soutiendrai pas ta liste. Voilà, mais après c'est leur choix, c'est son choix. Moi je ne critique pas ces choix-là, chacun a sa cohérence. Je dis simplement, je remercie et j'encourage ceux qui nous ont soutenus. Par contre, ceux qui ne sont pas là, les Français constatent qu'ils ne sont pas là, c'est tout. Alors, bonjour, toutes les institutions en France sont tenues par la gauche. Culture, éducation nationale, conseil constitutionnel, conseil d'État et en plus la Commission européenne. Comment faire une vraie politique de droite dans ces conditions, cher Philippe Tissot? Alors, c'est me demander... c'est une question bien compliquée pour un homme simple que je suis, mais... Bon, maintenant, est-ce que... Alors, il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que nos institutions sont encore adaptées au XXIe siècle? On a vu les 7 ou 8 dernières années, en tout cas encore plus depuis 2024, que les garanties que nous apportait la Ve République d'un gouvernement stable n'étaient plus rassemblées. On voit aussi la centralisation du pouvoir et des pouvoirs donnés au président de la République de pouvoir nommer et changer l'ensemble des hauts responsables des hauts responsables des institutions françaises, nuisait sans doute à la représentativité et à la neutralité de nos institutions. Donc il y a une première question à se poser, qui est, faut-il conserver notre Ve République, faut-il la réformer, ou faut-il une 6e République qui soit plus adaptée à un mode de fonctionnement du XXIe siècle? Les Américains ont la même constitution depuis 1790. Et les Suisses depuis 150 ans, et ça fonctionne très très bien. Mais les Suisses, par exemple, ont un système politique de subsidiarité entre la commune, le canton et le fédéral, ont le système des votations. Et donc, quand je pense à la réforme de nos institutions, je pense notamment, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère des commentaires où chacun peut prendre sa propre décision politique et peut s'informer lui-même, à consulter bien plus les Français. Mais les Français, aussi bien à un niveau local qu'à un niveau national, mais ça me semble la moindre des choses. Quand on vote pour une personne, comme je vous l'ai dit, j'ai été dirigeant de société, c'est parce qu'on est élu pendant 7 ans,
qu'on ne va pas faire d'erreur. Et ça me semble tout à fait sain de se tourner vers les Français de temps en temps et dire, écoutez, les amis, j'ai un sujet grave pour la France, qui va tous nous impliquer pour les 10 ans, 15 ans, 20 ans qui viennent. J'aimerais recueillir votre opinion. Parce que, oui, j'ai des experts autour de moi, mais je pense que c'est vous qui êtes concernés. Et donc, ça me semble intéressant et important que vous me donniez votre avis. Et c'est pas de demander l'avis dans ce sens-là, c'est pas un référendum pour ou contre le président. C'est un référendum pour ou contre une idée pour la France. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, le référendum est personnalisé dans la personnalité du président de la République. Mais il faut sortir de ce schéma-là. Donc, la réponse à votre auditeur, c'est que je pense que c'est possible, justement, en modifiant un certain nombre d'éléments. Et puis, le nouveau président qui viendra, de toute manière, devra avoir une administration à sa main. On a un autre aspect aussi qui est important, c'est que, comme aux États-Unis, où dès qu'il y a un changement de président, c'est un petit peu différent parce qu'il n'y a pas de président et de premier ministre là-bas, mais dès qu'il y a un changement de président, l'administration fédérale change. Et l'administration fédérale, c'est non seulement les dirigeants des différents ministères, enfin des différents départements aux États-Unis et les hauts fonctionnaires. Peut-être, je dis bien peut-être, mais là où ça pourrait être intéressant de demander aux Français ce qu'ils en pensent, que la haute administration française, qui selon le maire, monsieur le maire, a bloqué beaucoup de ses décisions, etc., que la haute administration française comprenne que, elle est au service de la France et au service d'un pouvoir politique élu par les Français. Merci à vous, cher Philippe Tissot. On va passer à la seconde partie de l'émission. On va voir ça, le Bobino. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux tous les samedis matins. Merci à vous. C'était le Bobino. Le Bobino vous rappelle que c'est vous les patrons de Radio Courtoisie, parce que nous n'avons pas d'annonceurs. Nous ne voulons pas d'annonceurs, parce que les annonceurs, comme dans les autres grands médias, choisissent les lignes rédactionnelles de la station. Ils veulent telle personne, ils veulent pas d'autres invités, et nous sommes totalement indépendants grâce à vous. Donc vous continuez à soutenir Radio Courtoisie. Je suis avec Philippe Tissot, français, résident en Suisse, et qui a réussi l'union de la droite pour les élections consulaires en Suisse, élections consulaires françaises en Suisse, bien entendu. Et donc, on parle avant tout d'union de la droite, d'union des droites. Comment faire? Parce que c'est un concept dont on ne fait que parler, rabâcher, tout le monde la veut. Malheureusement, personne ne l'a fait, et c'est un drame. C'est un drame parce qu'on laisse passer les gauchos, faut dire les choses. Et voilà. Depuis que j'étais, un adhérent, enfin un auditeur nous dit: depuis que j'étais élu associatif, davantage de respect pour ceux qui osent se prendre à une élection. Oui, on critique les personnalités politiques, mais qui s'engage, cher Philippe Tissot? C'est une bonne question. Alors déjà, je vais rebondir sur ce que vous avez dit au début sur le petit Bobino, sur l'appel au don. Je vous donne un exemple. Ma liste, la liste que j'ai montée, que j'ai l'honneur de représenter, alors que tous les autres représentent des partis politiques, sont soutenus par LR, par Renaissance, etc. Ils sont donc financés directement par les partis politiques et sont financés par les sénateurs qui sont élus. Ma liste est financée par des donateurs privés. C'est le coût de la démocratie. Donc, je soutiens et j'appelle vos auditeurs à financer et à donner à Radio Courtoisie, parce qu'effectivement, c'est le prix de notre liberté. Et si nous ne sommes pas capables de payer pour notre liberté, alors beaucoup n'ont pas la capacité de militer, de distribuer des tracts, de promouvoir, de réunir des gens, etc. Chacun a ses capacités. Certains ont la capacité de donner. Et ça, c'est extrêmement important. Aussi bien pour une radio comme la vôtre que pour une liste d'un parti politique. Ça, c'était le point sur lequel je voulais revenir. Et votre question était ? On critique les personnalités politiques, mais qui s'engage? C'est vrai que les gens s'engagent de moins en moins. Alors, je suis mal placé pour le dire, parce que moi je m'engage, mais pour commenter ça. Mais je connais beaucoup de personnes. Je veux dire, moi je me suis engagé, mais d'abord j'ai 25 colistiers derrière moi qui sont engagés. Aussi, qui sont des gens qui ne sont pas forcément connus, qui ne sont pas forcément... Voilà. Vous avez totalement raison, mais tiens, je vais continuer sur cette lancée. Lorsque vous voyez de Suisse, par exemple, l'engagement des nouveaux profils de la LFI et de villes qui basculent en faveur de LFI et de ces nouveaux maires, par exemple, moi je me dis, mais si nous
nous ne nous engageons pas de manière politique, ce pays va finir par basculer totalement vers quelque chose qui sera démoniaque, si je puis dire. Alors, je suis tout à fait d'accord. Premièrement, je dirais, moi, je ne reproche jamais à un citoyen français, quelle que soit cette idée, de s'engager en politique. Je pense que c'est la grandeur de la France, que nous ayons des personnes, qu'on ait encore la possibilité de s'engager en politique. Donc, quel que soit son parti, alors il y a des partis qui sont vraiment à l'extrême de l'extrême et qui sont, je parle d'extrême parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'extrême, mais donc ils sont vraiment à l'extrême et qui prônent des choses qu'on ne peut pas entendre et qu'on ne peut malheureusement pas tolérer. Mais j'encourage chacun à s'engager politiquement. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut être clair. Vous savez, c'est comme en entreprise. Quand on répond à un appel d'offres, il y a celui qui gagne et il y a celui qui arrive deuxième. Eh bien, la leçon que prend celui qui arrive deuxième, c'est qu'il n'a pas été assez bon. Donc, regardons comment fait la gauche. Si elle arrive à gagner, et posons-nous la question, qu'est-ce qui nous manque, nous, moi, je vais vous le dire, gagner. Cher Philippe Tissot, je vais vous le dire, c'est que en France métropolitaine, je parle, voilà, la gauche, allez à un marché, dans je sais pas moi, en banlieue, en province, vous voulez, vous verrez le gars là avec son magazine rouge, PCF, vous voyez. Pourtant le PCF ils sont quasi disparus, mais vous le verrez avec son magazine Luma et compagnie. Et alors que les profils qui s'engagent à droite ne s'engagent que pour l'élection 1 mois, 2 mois avant. Et c'est entre les élections qu'à droite, en métropole je parle, je parle pas en Suisse, voilà, je parle vraiment dans la France, l'Hexagone, eh bien les gens ne sont présents sur le terrain que le moment de l'élection. Et ça, c'est trop tard. C'est déjà trop tard. Alors, tout à fait. Alors, il y a des actions qui sont menées, comme j'étais membre de différents partis politiques, il y a quand même des actions qui sont menées, mais c'est vrai que la mobilisation des adhérents, la mobilisation des militants, se fait plutôt au moment des élections, et la grande difficulté des partis politiques est d'arriver à garder la mobilisation de leurs adhérents entre les élections. Maintenant, il y a deux éléments qui sont deux éléments de base dans la vie militante qui sont importants, dans la vie politique qui sont importants. C'est premièrement le militantisme. C'est vrai que la gauche, historiquement, a une culture du militantisme différente de la droite. Nous, on est à droite, je dirais, on est un peu naïf, on est gentil, on est honnête, et donc nous pensons qu'effectivement, nos idées, on va gagner avec nos idées. C'est bien, mais il manque quelque chose. Il manque le travail et le courage. Je dirais, c'est très bien d'avoir le talent. Dans la vie, pour réussir, vous savez, il faut 3 choses. Il faut du talent, il faut du travail, et puis en plus, de temps en temps, il faut un peu de chance. Si vous n'avez que de la chance, mais vous ne travaillez pas, ça ne durera pas. Si vous avez, mais donc il faut rassembler les 3. Aujourd'hui, nous, à droite, on a du talent. On sait gouverner. Je pense qu'on sait, de manière générale, je pense qu'on sait ce qu'il faut faire. Mais on a effectivement, il manque du militantisme. Il y a un deuxième élément important. Alors, la droite commence à le faire depuis quelques années. C'est ce qu'on appelle la métapolitique. C'est ce que vous faites chez Radio Courtoisie. C'est de développer toutes ces organisations parapolitiques, je dirais, qui sont capables de faire du militantisme auprès des médias, auprès des associations, auprès de l'éducation nationale, auprès des syndicats, etc., auprès du monde du travail, auprès de l'agriculture. Et ce que la gauche a réussi très très bien à faire. Alors nous, ça commence. Vous parliez tout à l'heure d'influence d'un certain nombre de grosses fortunes en France qui ont effectivement compris ça et qui investissent aujourd'hui dans des formations, dans des outils de métapolitique. Et je pense que ce sont les deux éléments qui manquent aujourd'hui à la droite, mais qui sont en train d'être remplacés. Mais rien ne remplacera le courage des individus et des militants et de vos auditeurs pour dire « Ok, maintenant, je m'engage ». Bien sûr. Alors tiens, question d'auditeur. Que voulez-vous dire par profil politique? Penseriez-vous à Philippe de Villiers? Tiens, c'est vrai que Philippe de Villiers est un profil intéressant parce que même s'il est à la base haut fonctionnaire, ancien ministre, dans les années 80, il a quand même créé un projet entrepreneurial. Tout à fait. Philippe de Villiers a un profil effectivement qui répond en tout cas pour beaucoup de personnes à droite, qui répond à beaucoup de critères. Il coche beaucoup de cases, voilà. Il coche beaucoup de cases. Après, la question, il faut lui poser. Moi, j'ai pas de... si vous voulez, je n'ai aucun a priori. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on sauve la France. Bien sûr.
Alors, bonjour messieurs, monsieur Borowski, je ne vous félicite pas pour avoir présidé les jeunes avec Sarkozy, mais j'ai été de gauche jeune. Non, j'ai créé le mouvement jeune de Sarkozy, c'est pire encore. Hein. Sachez, c'est encore pire. Pour le reste, un président en 2027, c'est quelqu'un qui n'entraîne pas la France dans une guerre contre la Russie avant tout. C'est peut-être, ouais, c'est pas faux. Avec de tels loustiques, on m'envoie une photo de Cahuzac et Éric Woerth. Prince Éric, monsieur propre aux frasques maladroites, Cahuzac pro bling bling à la morale étroite, gagne quintet dans l'ordre et alchimiste au roi. Bref, on m'envoie justement Woerth et Cahuzac, et en effet, il y a aussi, je pense, le retour à une forme de confiance entre le peuple français et ses hommes et femmes politiques. Et ça va être compliqué, parce que j'ai l'impression qu'il y a une cassure. Vous savez ce qu'on dit en Suisse, pas qu'en Suisse d'ailleurs, mais que la confiance, c'est la monnaie universelle. Sans confiance, vous ne faites rien. En Suisse, alors ça, même si ça change un petit peu, mais effectivement, il y a une certaine confiance dans les élus. Et je dis bien ça change parce que la Suisse n'est pas non plus un paradis politique, elle a aussi ses propres histoires et ses propres défauts. Et aujourd'hui, ce qu'il manque en France, c'est la confiance dans nos hommes politiques. Mais elle manque parce qu'on a des hommes politiques qui aujourd'hui, on leur demande d'agir. Et en fait, ils ne font que réagir. Or, réagir sans agir, c'est une forme d'impuissance. Donc en fait, on a des hommes et des femmes politiques, des décideurs politiques, parce qu'on en a qui agissent, mais en tout cas, les grands élus, les grands élus, et en tout cas les grandes figures que l'on connaît aujourd'hui, qui sont aux manettes, je ne parle pas forcément de l'opposition, sont dans une forme d'impuissance. Je pensais, en préparant l'interview, je pensais à cette petite Lola. Combien d'hommes politiques ont déploré la mort de la petite Lola ? Ils ont réagi. Formidable, ils réagissent. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis pour que ça ne se reproduise pas ? Et je parle de Lola comme je pourrais parler des autres. Il y a X prénoms, je ne veux pas faire d'erreur ou en oublier. Mais voilà. Et donc les hommes politiques au pouvoir nous montrent qu'ils sont impuissants. Alors impuissants parce qu'ils ne veulent pas faire, parce qu'ils ne savent pas faire, parce qu'ils n'ont pas envie de faire, mais ils sont impuissants. Ils réagissent sans agir. C'est-à-dire qu'ils font de la communication avant tout, parce que voilà, pour qu'il n'y ait pas de petites Lola, c'est pas compliqué en réalité. Hein. Déjà, fin du laxisme judiciaire. Ouais. Si chaque meurtrier, on va dire, prend 40-50 ans ferme minimum, comme en Amérique. En Amérique, ils ont quand même divisé par 2 la criminalité. Déjà, bon, parce que la peine de mort, bon, ça, c'est une première des choses. Mais bon, il y a toujours eu. Mais ils ont enfermé 2,5 millions de criminels en prison. Ce qui est énorme. Proportionnellement même, c'est beaucoup plus qu'en France. En France, il y a 70 000 prisonniers et on essaye de réformer encore la prison pour que 5 ou 6 000 sortent parce que, bon, bien sûr, les prisons sont surpeuplées, etc. Mais bon, d'un côté, on n'a pas construit de places de prison depuis peut-être 40 ans. Vous venez d'employer un verbe très intéressant. Vous venez d'employer le verbe « essayer ». Vous savez, moi j'ai des origines paysannes, hein. Il y a 2 générations, enfin j'ai un grand-père qui était militaire engagé en 1913, qui s'est battu à Verdun, qui était grand invalide de guerre, et puis du côté de mon père, on était plutôt industriel entrepreneur dans la région lyonnaise, dans le domaine du textile, mais avant ça, on avait des racines paysannes. Et j'ai toujours retenu une phrase, c'est que dans la vie, c'est bien d'essayer, mais on ne peut faire qu'en faisant. Et aujourd'hui, on a des personnes, nos élus, que font-ils ? Ils annoncent, mais où y a-t-il un début qu'ils sont en train de faire quelque chose ? On ne voit rien. Ces annonces, vous parliez des prisons. Mais j'ai 64 ans. Depuis combien d'années ? Je sais pas vous avez quel âge ? 45. 45, on a presque 20 ans d'écart. Depuis combien d'années entendons-nous tous les deux des nouveaux gouvernements qui arrivent, des nouveaux présidents qui arrivent ? On va construire 10 000 places, 50 000 places de prison dans les 5 ans qui viennent. On entend ça depuis 20 ans, 30 ans. Et rien n'est fait. Ouais. Rien n'est fait. Hein. Mais pas une place. Pas une place. Alors peut-être 5 000 ou 10 000. Donc je veux dire, il nous faut des gens, mais on revient à la base. Il nous faut des gens qui font. Et ce qui est dingue avec la France, moi ce que je trouve dingue en France, c'est qu'on a globalement les mêmes constats. Voilà. Mais il y a des gens qui, je sais pas, parce que c'est pour ça que j'ai parlé de maladie mentale à gauche. C'est-à-dire qu'à gauche, parce que idéologiquement, ils ont le pouvoir. Même si les LFI et compagnie, ils sont pas aux manettes, ils ont en réalité le pouvoir idéologique et on a à droite une sorte de complexe d'infériorité intellectuelle.
Eh bien, Darmanin, moi je connais Darmanin, et on était collègues à l'Assemblée nationale, donc je le connais très bien. Enfin, pas chez le même parlementaire, mais on se connaît, on a le même âge en plus. Donc dans sa tête à Darmanin, moi je connais Darmanin, je sais que Darmanin, il est plus Maurras que Foucault par exemple. Voilà. Et pourtant, il va mettre en place une réforme qui va libérer 6000 prisonniers. Vous imaginez quand même ? Et après ça, comment voulez-vous que les Français aient confiance dans la droite, en fait ? On revient à la base. Il faut qu'ils aient confiance. C'est pas avoir confiance dans la droite, c'est avoir confiance dans des gens qui font la droite. Mais justement, Darmanin, c'est un profil Sciences Po. Moi, je vous dis très sincèrement que profil Sciences Po, ENA, tous ces trucs-là, doivent disparaître. On doit faire venir des gens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'ancien grand patron, d'accord, n'avait rien à perdre. Et les hommes et femmes politiques, lorsqu'ils s'engagent, ils doivent avoir cette vie avant, d'entrepreneur, de médecin, d'avocat, de ce que vous voulez, mais qui n'ait rien à perdre et qui n'ait pas ce calcul politique et qui ne soit pas dans ah mais est-ce que je serai réélu, est-ce que ceci, est-ce que cela, vous voyez ? Et ça, malheureusement, ces profils, j'ai l'impression, même parmi les partis qui vous soutiennent, on ne les a plus. Madame Marion Maréchal, moi j'aime beaucoup Marion Maréchal, mais dans sa vie, elle est très sympathique. Mais je parle de mon avis, hein, je vous englobe pas. Mais qu'a-t-elle fait dans sa vie ? Alors, si je peux me permettre, s'il y en a une qui a fait quelque chose, elle a monté l'ICEP. Elle a eu des financiers qui lui ont donné de l'argent pour monter une école et elle n'est pas présente à l'ICEP. Elle n'est pas, dirigeante. Elle l'a monté. Alors je n'ai pas fait l'ICEP, mais j'ai des amis qui ont étudié à l'ICEP. Elle a quand même monté. Elle n'est pas comment dire opérationnelle de l'ICEP. Ça, je ne sais pas. Mais elle a apporté son nom à l'ICEP et une fois par an, elle fait son petit discours, salut. Là, je n'ai pas les détails. Je vous le dis. D'accord. Voilà. Et en fait, elle n'est pas opérationnelle comme vous êtes opérationnel dans votre entreprise. D'accord. Vous comprenez ? Vous ne prenez pas décision, si cela. Elle est cornaquée par des gens. Ce milieu politique, je le connais sur le bout des doigts, donc je peux vous le dire. Et tous les autres sont même profil. Monsieur Bardella, moi j'aime bien Monsieur Bardella. Il présente bien, il dit des choses intéressantes. Mais Monsieur Bardella, il n'est ni présent au Parlement européen, il n'est jamais présent. Il n'a jamais rien porté d'une grande réforme, j'en sais rien. Il n'a jamais fait autre chose que d'être au Parlement européen ou attaché auprès d'un député d'antan. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais vous savez, c'est aux Français d'être lucides. Il y a un moment donné, les Français... Oui, mais le problème, c'est que les Français n'ont pas d'autre choix. Bah écoutez, moi je me présente en Suisse. Oui. Les Français de Suisse ont le choix. 170 000 Français, mais les 68 millions de Français de l'Hexagone n'ont pas d'autre choix parce que ils auront essentiellement ces profils à choisir entre ces profils, c'est-à-dire entre Monsieur Bardella, Madame Maréchal, Madame Knafo qui vient de la Cour des comptes. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et ça c'est un vrai souci. Comment faire pour que des opérationnels veuillent s'engager parce qu'ils ne le veulent plus aujourd'hui. Alors je pense, des gens comme vous, vos profils à vous quoi. Alors je pense qu'il y a des opérationnels. Je pense que dans les partis politiques, lors de l'élection de Monsieur Macron par exemple, il y a des personnes. Moi j'ai une amie qui a travaillé chez Eurocopter en Asie, qui était vraiment dans le domaine du privé, qui travaillait à l'international, qui était conseillère du commerce extérieur de la France, comme je l'ai été aussi, et qui s'est retrouvée engagée en politique avec Macron. Il y a aussi au RN, je m'amusais à regarder, enfin pas je m'amusais, mais je regardais l'ensemble des députés RN, il y en a 150 à peu près, et en fait, on constate qu'il y en a 5 ou 6 de connus. Il y a donc 140 députés qui ne sont pas des gens connus, mais qui sont des gens... Vous prenez Laloncle, aujourd'hui, Laloncle est un député qui était dans le privé. D'ailleurs, on voit l'efficacité de son travail. Donc je veux dire, donc il y en a qui sont engagés. Mais maintenant, le mode de fonctionnement de certains partis politiques, c'est qu'effectivement, ils vont mettre en avant, d'abord, il y a une ligne du parti, et que si vous n'êtes pas dans la ligne du parti, il y a une ligne, et il y a des porte-paroles. Il y a des porte-paroles là, parce qu'effectivement, on peut avoir été un bon entrepreneur, mais ne pas forcément savoir parler en public, ou parler dans un micro comme je le fais aujourd'hui. Donc effectivement, il y a une sélection après qui se fait, et le rôle de ces personnes-là qui sont mises en avant,
c'est de promouvoir la ligne du parti, de la mettre en avant. Donc effectivement, on retombe sur des slogans. Mais ce que les Français veulent aujourd'hui, ils veulent Ça veut plus dire de qu'il n'y a slogans. pas de démocratie dans les partis. C'est ça que vous voulez dire? Je crois que toute organisation... Pardon. Excusez-moi. Dans beaucoup d'organisations, vous savez, il y a, dans le mode de fonctionnement français, il y a la présidence, il y a le sommet, il y a des gens autour, il y a un premier cercle, il y a un deuxième, un troisième cercle. Les décisions se prennent au sommet. Donc, est-ce qu'il y a une démocratie? Alors, on interroge les militants, on interroge les uns et les autres, on interroge les Français. Vous savez, quand Macron a lancé son parti En Marche, j'habitais Fontainebleau à l'époque, et je me suis inscrit en ligne pour participer à une des réunions d'appartement. Et où il devait monter le programme, ce grand projet. Et j'ai voulu voir comment ça fonctionnait, cette fameuse démocratie et l'écoute des Français. Et donc, je me souviens donc je suis arrivé, il y avait une quinzaine de personnes dans un appartement, et on avait des questionnaires, donc c'était extrêmement bien organisé, puisque dans le même jour, il y avait X réunions d'appartements en France, et chaque responsable de réunion avait reçu des questionnaires tout faits, qu'il devait distribuer aux différentes personnes qui étaient là, avec des thématiques intéressantes. Et nous, on avait une sur la démocratie. Le soir où j'y étais, c'était sur la démocratie. Et il y avait une question sur le vote blanc. Et on nous posait trois solutions. On avait trois choix. C'était comme un quiz, il fallait répondre une des trois solutions. Je me souviens plus lesquelles étaient proposées, mais il y en avait une. En tout cas, moi, j'en ai proposé une qui n'était pas dedans. Et dont j'étais convaincu. Et on m'a dit, ah non, mais Philippe, tu peux pas... Non, tu dois répondre dans ce que le parti te propose. Donc, en fait, il n'y avait aucune démocratie. Il y avait les choix du parti. Nous devions choisir parmi les choix du parti. C'est malheureusement le cas des grands partis. Aujourd'hui, il est très difficile, si vous êtes un militant de base, de vous faire entendre du sommet. Je ne vais pas dire que c'est un petit peu normal, mais en tout cas, ce n'est pas forcément fait comme ça. Mais comme en entreprise, en entreprise, on a au moins des comités qui fonctionnent. Un ouvrier sur la chaîne va être en tout cas intéressé à améliorer le fonctionnement de la chaîne. Dans un parti politique, il y a des personnes au sommet qui sont intelligentes, qui sont brillantes, qui ont fait des grandes études, ou pas, mais en tout cas qui ont la capacité de développer des idées. Et malheureusement, les militants qu'il y a derrière on leur dit qu'on les écoute. Mais c'est la réalité. Mais regardez, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Merci. Si vous aviez, voilà, dans une entreprise, votre ouvrier, il vous dit, mais monsieur Tissot, si on fait de telle manière, ça va, je sais pas moi, casser la chaîne de production. Ben vous allez l'écouter parce que Bien c'est sûr. un ouvrier. Et donc, parce que si votre chaîne de production elle se casse, vous aurez des ennuis. Par contre, si cette même personne dans un parti politique dit voilà, la chaîne de production politique, on va dire, en faisant comme ça, elle se casse, eh ben, vous l'avez très bien dit, justement dit, le président du parti dira oh ben c'est pas, on s'en fout, on fait comme je veux. Oui, parce que aussi en entreprise, il y a un intérêt financier et commercial. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, à la fin de l'année, ça fonctionne pas, on perd de l'argent. Le politicien, si à la fin de l'année ça fonctionne pas, il a toujours son mandat. Donc son intérêt et en fait faire de la politique. Je dis bien faire de la politique aujourd'hui en France, c'est pas le cas partout, c'est faire un plan marketing pendant un an. Là, je vais un discours d'entrepreneur. Pendant un an et demi, vous faites votre plan marketing. Vous allez communiquer, vous allez faire des meetings, vous allez recueillir des soutiens, faire des grandes messes, passer à la télévision, etc., etc. Après, vous êtes élu pendant 5 ans, 6 ans ou 7 ans. Et là, pendant 7 ans, vous n'avez aucun compte à rendre. Et puis, à nouveau, pendant un an et demi, avant la prochaine élection, vous allez refaire un plan marketing pour aller chercher le vote des électeurs. Il ne se passe rien entre. Quand vous êtes en entreprise, chaque année, chaque mois, chaque jour, vous avez une obligation de résultat. Vous n'avez pas de résultat, vous perdez vos clients. Pas de résultat, vous perdez vos collaborateurs, vous perdez vos fournisseurs, vous perdez votre banquier. Donc l'urgence, elle est tous les jours. En politique, ce n'est absolument pas le cas. C'est pour ça que ce que je proposais de réinsérer, mais c'est ce que demandent les Français, de réintégrer un référendum d'initiative populaire, enfin on l'appelle comme on veut. Un peu comme en Suisse. Mais exactement, justement. une votation. Comment ça se passe justement en Suisse? Racontez-nous. Alors d'abord, je ne suis pas suisse, donc je ne parlerai pas au nom des Suisses, je ne parlerai pas au nom des Suisses. Mais vous le voyez dans la vie quotidienne. Voilà. Alors déjà, premièrement, quand je suis arrivé, parce que je travaillais dans une entreprise, c'était extrêmement intéressant parce qu'en fait, en Suisse, d'abord, il n'y a pas de lutte des classes. En France, on perd énormément de temps à se bagarrer. Tout à l'heure, je parlais d'opposition, on cherche à opposer les gens, on cherche aussi à opposer les employés et les patrons. Mais en fait, on travaille tous dans le même intérêt. Hein. On travaille tous à ce qu'on ait du boulot demain. Et à ce qu'on produise pour la France et qu'on puisse payer des impôts et que la France aille mieux.
Et en plus, plus on a de travail, plus il y a de sécurité, etc., etc. Donc en fait, on travaille tous dans le même intérêt. Mais des gens ont décidé que les patrons et les salariés devaient être opposés. On devait s'opposer. Donc en Suisse, ça n'existe pas. En tout cas, très très peu. Donc ça c'est le premier élément que j'ai constaté. Deuxièmement, il y a un consensus même en entreprise qui existe. C'est-à-dire que quand on veut monter un projet, on n'a pas un patron qui dit « Tiens, demain on va faire ça, faites-le ». On va dire « Tiens, on a pensé que cette idée pouvait être intéressante ». Et même ça peut venir des collaborateurs. Moi j'ai travaillé dans un groupe qui n'avait pas on travaillait à l'international, je travaillais avec les banques centrales en Afrique, et on n'avait pas de CRM, d'outils de gestion du client. Et donc c'était des collaborateurs qui ont dit, bah tiens, on pense que ce serait intéressant d'avoir un CRM. Ils sont allés voir un des directeurs en disant, voilà, on pense que ce projet peut être intéressant. Le directeur leur dit, bah ok, réunissez-vous, de qui vous avez besoin, faites 3-4 réunions, présentez-moi un projet. Et moi, après, je le présenterai en COMEX pour que ce soit approuvé. Et beaucoup de projets ont lieu comme ça. Donc en fait, on a travaillé. Finalement, après, on nous a dit, bah c'est très bien, combien est-ce que ça coûterait? On a fait venir des consultants, etc. On nous a donné un petit budget et on a monté le projet. Et en fait, on peut fonctionner comme ça. Aujourd'hui, notre démocratie est totalement sclérosée. Chaque Français aujourd'hui, alors encore plus avec les réseaux sociaux et avec les connaissances, et en plus qui sont extrêmement diverses, c'est qu'aujourd'hui, il est impossible pour une personne de dire « j'ai toute la connaissance ». C'est impossible. Par contre, vous savez, la résidence secondaire que j'ai dans le Puy-de-Dôme, j'ai un voisin qui est agriculteur, mais écouter un agriculteur, ça n'a rien à voir avec une entreprise. C'est hyper sophistiqué, leur vie. Et donc, on a besoin d'avoir des initiatives, plutôt que des initiatives soient prises de Paris. On a besoin d'écouter un agriculteur local, ce dont il a besoin, et que plusieurs agriculteurs nous fassent des recommandations. Et qu'on analyse politiquement comment est-ce qu'on peut le mettre en place. Donc il faut revenir à la base, revenir écouter nos concitoyens au quotidien. Et nos politiques doivent être... Mais c'est comme en entreprise. Vous savez, en entreprise, c'est ce qu'on appelle le servant leadership. En fait, et c'était comme ça que je fonctionnais, nous sommes au service de nos collaborateurs. On n'est pas là pour prendre des décisions, on est là pour les écouter et faire en sorte que leur travail travaille dans de meilleures conditions, qu'on puisse mieux produire grâce à eux. Mais parce que finalement, sans eux, on n'est rien. Eh bien, nos politiques devraient comprendre que sans leurs électeurs, ils ne sont rien. Ils ont besoin des Français, donc qu'ils écoutent les Français. Et donc voilà, remettons ça en place. Donc la manière dont ça fonctionne en Suisse, ça fonctionne beaucoup mieux parce qu'en fait, on écoute les gens. C'est vrai. Et c'est pas hiérarchique. Enfin, je veux dire, il y a toujours aussi cette démocratie directe. Moi, je le vois. Il m'arrivait quelquefois de venir sur Genève, et vous avez à chaque fois des panneaux électoraux sur des questions posées aux gens. Il y a 3 votations. Alors, il y a 3 niveaux de votation. Il y a des votations locales, donc on appelle communales, des votations cantonales et des votations fédérales. Et en fait, ce qu'il se passe, la manière dont ça fonctionne, c'est-à-dire que ça commence par par exemple, je parlais des agriculteurs. Des agriculteurs vont dire, tiens, nous, on pense que pour améliorer, il y aurait besoin de faire une loi là-dessus. Mettons qu'on fait ça au niveau cantonal. Et donc, il faut qu'ils rassemblent, alors j'ai plus le nombre de voix précis, mais un nombre de voix nécessaires pour porter l'initiative et la présenter au gouvernement cantonal ou au gouvernement fédéral. S'ils ont le nombre de signatures suffisant, l'État cantonal ou l'État fédéral, ou le canton, doit prendre cette initiative en compte et doit la poser dans le domaine public. Donc le canton va avoir donner son avis, l'association va donner son avis, et il y a un certain délai, un délai de 1 mois, 2 mois, 3 mois, où chacun va pouvoir faire valoir ses opinions, ses avis à la population. Et après, il y a une votation. Donc le gouvernement donne son avis, les concernés donnent leur avis, et la population décide. Mais qu'est-ce qui empêche qu'on fasse la même chose en France ? C'est vrai. Mais la France, c'est le jacobinisme, c'est la centralisation à extrême. Mais à force de le dire, on le maintient. C'est vrai. C'est vrai aussi. On doit l'arrêter. Aujourd'hui, on a parlé depuis les lois de fer, on a parlé de décentralisation. Où est la décentralisation aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a créé un millefeuille, on n'a rien décentralisé du tout. Alors, je suis avec Philippe Tissot qui a réussi cette union des droites pour les élections consulaires en Suisse. Alors, question d'auditeur, vous avez tellement raison sur le constat de nos dirigeants politiques de droite large, et la raison pour laquelle l'union ne se fait pas. Ils pensent d'abord à eux et leurs conseils les poussent à ça. Je vous en supplie, rendez publique votre démarche auprès des partis pour les obliger à rendre des comptes auprès des militants et électeurs. Il faut les secouer. Merci et bravo pour votre démarche unitaire. Quel est le prénom de cet auditeur, auditrice ? Alors, on l'a pas ? Non, on l'a pas. D'accord. Bon.
En tout cas, merci beaucoup, monsieur ou madame. C'est monsieur. Monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Vous voyez, c'est ce que je fais. Je prends mon bâton de pèlerin et je viens sur Radio Courtoisie. Ce matin, mais j'ai été interviewé aussi par les Français Presse, qui est un organisme international pour les Français de l'étranger. Voilà. Et donc, c'est ce que je fais. J'essaye de promouvoir auprès des différents médias notre démarche. La télévision française, par contre, ne veut pas nous recevoir parce qu'ils sont tenus par l'Arcom. Et c'est-à-dire que si ils nous donnent la parole, ils devront donner la parole à d'autres listes. Et donc, comme c'est une élection qui intéresse peu les Français de France, ils estiment que c'est pas nécessaire de me donner la parole. Ça aussi, c'est un problème. L'Arcom. Il n'y a pas ça là en Suisse, l'Arcom. Non, il n'y a pas l'Arcom. Ça, c'est dingue. Est-ce que vous savez que le patron de l'Arcom, Monsieur Denervaux, ouais. Sa femme, Madame Denervaux, est patronne présidente, plutôt, d'une sorte de fondation qui s'appelle Destin Commun. Et vous savez ce que c'est Destin Commun ? S'il y a le mot commun dedans, j'ai une petite idée. C'est pas Sens Commun, hein. C'est un autre Destin Commun. C'est une fondation payée par le milliardaire Monsieur George Soros. Et cette fondation vise à expliquer comment les migrants doivent vivre avec les autochtones français. Voilà, c'est ça en fait. Et ça, c'est l'Arcom. Hein. L'Arcom, le gars vient du Parti Socialiste. Enfin, c'est. Mais vous savez, Mike, on est dans notre monde, la France. Hein. La France, c'est un monde à part. Tout à fait. Mais je crois justement. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, plus on s'enfonce dans l'obscurité, plus la lumière devient évidente et claire. Et ce que nous voyons actuellement, cette nomenclatura. Enfin, on est dans une république communiste. Certains le disent, mais c'est une réalité. Avec une nomenclatura qui profitent du pouvoir, parce que ce sont les mêmes qu'on retrouve quasiment systématiquement, qui se partagent le pouvoir, et donc en fait, qui l'entretiennent. Certains appellent ça l'état profond, alors c'est une partie de l'état profond, mais effectivement, c'est à nous les Français de maintenant d'abord arrêter de voter pour ces personnes-là, et c'est à nous de faire un pas en avant, de nous engager, de nous présenter. Je veux dire, ce que je fais, je suis pas le seul à le faire, il y en a d'autres qui le font ailleurs, mais on doit être nombreux à le faire. Alors, bonjour, les banques françaises ne veulent pas prêter d'argent au RN. Comment faire une vraie politique de droite dans des conditions d'opposition financière ? Alors, c'est une bonne question parce que, je veux dire, il y a pas que le RN qui peut faire ça. Je me suis présenté à plusieurs reprises à des élections législatives en Suisse, l'élection législative française, parce qu'on a des députés français de l'étranger, mais comme d'autres, effectivement. Vous n'avez pas eu de prêt. On ne demande pas de prêt, mais on doit ouvrir un compte en banque. Et en tant que Français de l'étranger, bien, vous allez voir une banque française, on a l'obligation d'ouvrir un compte bancaire en France. Et donc, c'est un mécanisme extrêmement compliqué, parce que d'abord, quand on va voir des banques commerciales classiques, elles nous disent, mais non, attendez, on n'a pas de garantie, on ne vous connaît pas, en plus c'est la politique, ça pue, etc., donc on ne va pas vous ouvrir de compte. Donc après, on a la banque postale qui profite de la situation en disant, nous, on veut bien vous ouvrir un compte, mais ça coûte 500 €. Donc, quand vous démarrez, donc il y a toujours des profiteurs du système. Et puis, alors, certes, ils rendent un service en face, mais 500 € pour beaucoup de candidats, c'est déjà beaucoup d'argent. Moi, je suis en Suisse, ça va, mais pensez qu'il y a des candidats qui se présentent en Afrique. 500 €, c'est. Attendez. Prenez Madagascar. Ça veut dire que le candidat des Français de Madagascar doit avoir un compte en France. Hexagonal. Et déposer 500 € juste pour avoir le droit d'ouvrir son compte, pour faire de la politique. Quand vous savez qu'à Madagascar, une famille vit avec 40 € par mois. Donc forcément, vous aurez des professionnels de la politique. Et après, qui sont élus là-bas. Et après, donc si jamais on n'arrive pas à obtenir ni par une banque commerciale, ni par la banque postale, on saisit la Banque de France. Alors ça fonctionne bien, qui nous attribue automatiquement un compte bancaire. Mais imaginez déjà la latence que ça prend entre le moment où vous voulez monter un parti, parce que vous voulez monter votre liste, il faut avoir un mandataire financier rapidement et ouvrir un compte rapidement. Les campagnes durent 3 semaines, c'est des campagnes assez courtes, donc quand vous êtes à l'étranger, vous devez gérer tout ça à distance, c'est impossible. Donc le problème du RN est en tout cas de compte et de prêt, est un problème que beaucoup de Français d'étrangers rencontrent dans le cadre des élections législatives. Maintenant, effectivement, l'auditeur a une bonne question. On devrait être capable de financer notre démocratie et je pense qu'il devrait être légitime que chaque banque ait un genre d'obligation. Alors, pour un prêt, c'est un peu particulier parce qu'un prêt, il y a la couverture d'un risque. Là, pour le coup, je reprends ma casquette d'entrepreneur. Une banque ne prête pas de l'argent gratuitement, elle le prête et elle estime un risque qu'il y a de remboursement.
On a vu par le passé que des campagnes qui ont été menées, notamment je crois par Sarkozy ou par Pécresse, ont eu par Sarkozy, mais Pécresse aussi, il me semble. Oui, parce qu'elle n'a pas fait les 5%. Exactement. Donc ont eu des problèmes de remboursement. Mais donc effectivement, une banque doit prendre un risque. Alors, est-ce que c'est à l'État de couvrir ce risque-là ? Ça, c'est une discussion peut-être d'experts et je ne suis pas encore dessus. Mais effectivement, on devrait être capable de financer le risque des banques, au vu de ce qu'elles nous prennent en agio, etc., c'est assez quand même minime, ça va. Hein. C'est pas non plus 10 000 balles de risque, c'est pas. Vous savez, c'est leur argent comme demain, c'est votre argent. Je veux dire, à la limite, prêtez au RN. C'est possible. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Chacun estime un risque par rapport à son business. Après, si le RN arrive au pouvoir, là, les banques seront bien malines, quoi, pour le coup. Oui. Bah oui. Ouais. Mais si demain, moi, candidat LFI, qui est, je sais pas moi, intermittent du spectacle, eh ben, croyez-le, la banque va me prêter de l'argent. Hein. Oui. Bah oui. Ouais, peut-être. C'est pas peut-être, c'est 100% sûr. Peut-être. Bonjour, il me semble que depuis quelques années, il est possible de destituer des élus par une démarche populaire, mais c'est en Russie. Ce ne peut donc pas être démocratique. Ah bon, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça en Russie. La preuve, l'horrible Poutine n'a que 79% de satisfaits après 4 ans de guerre selon un institut de sondage lié à l'Occident. Est-ce qu'il faudrait faire aussi ce mandat qui puisse révoquer un élu, peut-être ? Alors, c'est une bonne question qui malheureusement ou heureusement, la réponse n'est pas simple. Un élu... et on le souhaite tous d'ailleurs, quand il va prendre une décision, si on nomme un président de la République ou un député, on souhaite qu'il travaille sur le temps long. Son objectif, c'est pas de prendre une décision du jour au lendemain, de la prendre très rapidement et en plus des décisions dont on pourrait mesurer les résultats immédiatement. Donc il faut donner un peu de temps à nos élus pour qu'ils puissent avoir des résultats et le démontrer. Ce qui serait intéressant par contre, c'est que justement ces genres de référendums d'initiative populaire, en tout cas c'est qu'on puisse davantage aiguiller nos élus le long de leur mandat pour leur indiquer les directions dans lesquelles nous souhaitons qu'ils aillent. On a parfois les crises aujourd'hui, autant dans le climat qu'en politique ou en géopolitique, on a des crises qui se substituent les unes aux autres, qui se succèdent les unes aux autres. Et donc, il pourrait être intéressant de demander l'avis des Français par rapport à certaines réactions, certains événements internationaux, de voir qu'est-ce que la France devrait faire. Parlons du détroit d'Ormuz, je n'ai pas d'avis politique dessus, je ne suis pas là pour donner un avis politique, mais est-ce qu'on pourrait demander la question aux Français, est-ce que vous voulez que la France s'engage pour libérer le détroit d'Ormuz, par exemple ? Oui, non. La question est simple. Voilà, c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais on pourrait avoir, face à des événements mondiaux, des décisions qui soient prises pour aiguiller nos politiciens. La destitution me semble un peu compliquée. Il faut donner un peu de temps, un peu de confiance à nos élus qui puissent travailler. Par contre, il y a un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que on a beaucoup de lois qui sont votées par nos députés sans étude d'impact. Moi, quand je fais mes campagnes de législatives, je demande toujours à ce que, je me bagarre là-dessus pour que, effectivement, maintenant, quand on fasse des lois, on ait des études d'impact. On a récemment, alors malheureusement, je ne me souviens pas du sujet, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une loi, par exemple les ZFE. Voilà, les ZFE, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas du tout. Donc on est revenu en arrière. Mais, excusez-moi l'expression, on a fait chier tous les Français et tous les élus locaux pour ça. Et on les a vraiment fait chier. Le nombre de personnes, et je suis désolé de parler aussi trivialement, mais le nombre de personnes qui se sont posées des questions, même moi, en Français de l'étranger, si je revenais en France, je traverse une ville, si je suis en Suisse, je viens traverser Lyon, donc il fallait que je me pose la question quel était le quartier dans lequel il me fallait une vignette, pas une vignette, comment je fais quand je suis à l'étranger pour avoir une vignette, mais c'était très compliqué. Très compliqué. Donc on embête les gens pour rien, puisque finalement, 1 an et demi ou 2 ans après, on a tout annulé. Mais je vais vous dire, je pense que ça reviendra parce que l'État a besoin de recettes. Et c'est une recette supplémentaire pour eux. Alors, leur grand problème, c'est que comme ils ont une administration, des gens qui dirigent comme une administration, et Mike, on sait très bien que l'administration se foire tous ses plans. Je vous arrête. La France n'a pas besoin d'impôts. La France a besoin de réduire ses dépenses. La France a besoin d'une priorité. Je sais bien, je suis d'accord avec vous. Mais regardez le budget 2026. Quelles dépenses est-ce qu'ils ont réduites ? Vous n'en avez pas. Vous savez très bien que le paradigme des gens qui nous gouvernent, c'est des recettes supplémentaires, c'est pas des économies. Mais c'est même pas que les gens qui nous gouvernent.
C'est-à-dire que vous regardez, parce que quand vous dites qui gouverne, c'est le gouvernement, mais regardez les votes à l'Assemblée nationale. Oui, assemblée, collectivité locale, est-ce que vous voulez. Là, alors, en tant que Français de l'étranger, c'est un sujet qui nous concerne, mais le RN a voté pour l'impôt sur la nationalité, qui en plus est une aberration parce qu'il est quasiment impossible à mettre en place. Et en plus, c'est une discrimination par rapport à des Français de l'étranger. Pourquoi est-ce que parce qu'on est Français à l'étranger, on devrait payer un impôt ? Est-ce que les Français de France payent un impôt parce qu'ils sont Français ? Donc, on crée des fantasmes, on crée des, on va dire, et en plus, la majorité, beaucoup croient que les Français de l'étranger sont des expatriés. Je peux dire que sur les quasiment 3 millions de Français de l'étranger, d'abord, beaucoup sont des binationaux d'autres pays, et même en Suisse, vous savez, une minorité d'exilés fiscaux. Moi, je suis pas du tout un exilé fiscal, je suis parti là-bas pour travailler. Mais vous savez pourquoi ils ne baissent pas les recettes ? Moi, je vais vous le dire. C'est parce que la République tient. Parce que elle finance un maximum de gens qui soutiennent encore le régime, si je puis dire. Si demain, dans les 1200 agences qui pèsent 100 milliards d'euros par an, toutes les agences d'État, qui dont la plupart ne servent à rien, si vous supprimez ces 100 milliards d'euros d'impôts, enfin d'euros de dépenses, eh ben vous avez des milliers de personnes qui se retrouvent, des dizaines de milliers de personnes qui se trouvent au chômage et qui ne soutiendront pas le régime. Et ainsi de suite. Pareil avec les allocations, les CAF, les retraites, les fonctionnaires des collectivités locales, les fonctionnaires des ministères, des assemblées, de ce que vous voulez. Je vais aller un peu plus loin que ça, si je peux me permettre. Allez-y. Il nous reste 2 minutes. Mon ami Renaud Dutreil a monté le mouvement des abeilles. Oui. Et les abeilles, ce qu'il appelle les abeilles, c'est tous ceux qui produisent en France. Et il dit malheureusement en France, 40% des gens produisent et payent l'impôt. 60% ne payent pas l'impôt, ne payent pas l'impôt ou payent quelques impôts, mais en fait sont davantage bénéficiaires du système. Voilà. Et donc l'État, aujourd'hui, a besoin de financer ces 60% de personnes parce que ce sont leurs électeurs. Ben oui, parce qu'ils ne vont pas les emmerder. Exactement. Voilà. Exactement. Donc du coup, ils se disent, je ne vais pas supprimer un avantage de ces 60%. Voilà. Bon. Exactement. Et au détriment de l'ensemble des Français. C'est-à-dire c'est vraiment au détriment de l'intérêt général. Philippe Tissot, voilà, droite unie, élection consulaire en Suisse. Vraiment, je vous souhaite le meilleur, cher Philippe. J'espère que vous serez élu. Combien de personnes peuvent être élues Alors, on a 9 conseillers, 12 et 13 délégués. Donc, ça serait parti entre différentes listes. Nous, on vise entre 1 et 3, j'espère que vous ferez 1 et 3 élus. J'espère que vous ferez carton plein, cher Philippe Tissot. Comment vous rejoindre ? Comment vous alors, pour nous soutenir et pour s'informer, déjà, on a un site internet qui s'appelle donc www.droiteunie.fr. Après, vous pouvez aussi m'écrire, c'est contact@droiteunie.fr. Réseaux sociaux aussi ? Réseaux sociaux, alors j'ai un compte politique sur Twitter, sur Facebook, donc vous tapez Philippe Tissot. Philippe Tissot, Droite Unie. Merci à vous, cher Philippe. Merci à vous, vous êtes très nombreux. Passez une excellente journée. À la semaine prochaine. Salut, ciao. Vous venez d'entendre Les Controverses dirigées par Mike Borowski, diffusées en direct sur Radio Courtoisie samedi 9 mai 2026 de 10h30 à midi et réalisées par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Et je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.